Elle a coiffé les plus grandes actrices. Catherine Deneuve, Marion Cotillard, Isabelle Adjani, Léa Seydoux, Sophie Marceau, Popek. Ben non, pas Popek. Bref, elle a déjà coiffé Brigitte Bardot, mais en IMO, c'est 0. Pour être proprio, c'est Bruno. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Bonjour, le brunch du dimanche, qu'est-ce que c'est agréable de se retrouver, Jean-Philippe. J'adore le préparer parce que je sais qu'on va passer 1 heure ensemble avec nos chroniqueurs qui viennent de toute la France. Oui, c'est vrai, un petit café pour commencer. Alors aujourd'hui, c'est le jour de l'automne. Et oui, et donc aujourd'hui, ça y est, on bascule du côté obscur, l'automne, l'hiver, et donc on va parler... isolation, chauffage, climatisation, je ne sais pas. Voilà, et comme on a des consultants qui viennent de partout en France, de villes chaudes et de villes froides, et bon, on va commencer par les villes froides parce qu'eux sont vraiment concernés, et les villes chaudes. Et on verra que là aussi, même dans le sud, il y a des choses qui sont à prévoir. Voilà, il faut isoler, il faut chauffer. Et puis on va chauffer avec votre invité. Alors là, attention, en fin d'émission et en milieu d'émission aussi, on a Vincent Piguet. Vous savez, c'est le chenilliste, celui qui, quand il arrive quelque part, il peut pas s'empêcher. Lâche cheveux. Il a déjà fait quelques petites péripéties en coulisses et je pense que ça va être chaud. Oui, ça va être chaud. Donc ce sera, à mon avis, il y aura une cheucheu à la fin de l'émission. En tout cas, pour l'instant, moi, ça y est, c'est prêt. Il va être temps parce que là, ils vous attendent, nos invités. Ils nous attendent, moi, je vais aller m'occuper des autres. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous. Allez, mangez, buvez et prenez des forces parce que je sais qu'à la fin de l'émission, on va faire la cheucheu. Ouais, la chenille, ça va nous réchauffer et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'automne. Donc on doit passer au chauffage. On doit parler isolation. C'est hyper important évidemment pour nous, pour vous aussi. Vous habitez dans des villes froides et c'est la première partie de cette émission. Des villes froides, en tout cas des villes du Nord. De moins en moins froides. De moins en moins froides, voilà. Malheureusement, j'allais dire. Mais le Nord, justement, je me tourne vers vous, Emeline. Vous venez de Croix, à côté de Roubaix. Bonjour, Emeline. Oui, bonjour. Oui, le froid, vous connaissez. Mais on sait avoir quelques astuces. C'est ça. Et puis, comme on le disait, en fait, les températures s'adoucissent un petit peu. Donc, on n'a plus aussi froid qu'auparavant. Voilà, c'est vrai. On se dit tous, quand j'étais petit, il y avait de la neige. Quand j'étais petit, ça gelait. Bon, il gèle encore un peu. Mais... Ou alors, il faut aller à la montagne. Et là, on va aller voir du côté de Peggy, à Marigné. Alors, en effet, on n'est pas dans le Nord. Voilà. Mais les hivers durent assez longtemps. C'est vrai que les périodes de chauffe chez nous, fin septembre, début octobre. Et on peut tirer parfois jusqu'à mi-juin. Donc, il faut qu'on pense à des astuces pour économiser régulièrement et agir de manière intelligente pour diminuer les factures de chauffage. Oui, alors j'aimerais faire celui qui connaît toutes les villes, mais Marigné, honnêtement, je ne connaissais pas. C'est en Haute-Savoie, mais vous n'êtes pas en très haute altitude. C'est ça, exactement. En fait, c'est une ville qui est dans la vallée d'Arve, au croisement de la vallée d'Arve et du vallée du Gifre. Ouais. Et la particularité de Marigné, c'est qu'on est à 450 mètres au niveau de l'église dans le village. Ah, 450. Et en hauteur, on est à 1863 mètres au niveau du môle. Donc, un beau terrain de jeu pour les sportifs et les randonneurs. Et donc, je crois même que vous faites de l'ultra-trail, c'est ça? Exactement. Je cours pour une association d'ailleurs. Jusqu'où elle va pour se réchauffer? Le sport, ça réchauffe. Mais le sport, ça réchauffe, exactement. C'est gratuit. Donc on le voit, vous êtes en Haute-Savoie, donc il va falloir isoler, il va falloir chauffer. Vous allez nous raconter comment. À Neufchâteau, parce qu'il fait son malin aussi. Neufchâteau, c'est dans les Vosges. C'est la même chose. Limite les Vosges, Haute-Marne, c'est un endroit avec plein de bois et pour cause, parce que on a longtemps chauffé au bois. On continue à chauffer au bois, toujours un petit peu, oui, de moins en moins, parce que c'est un métier d'aller faire ses affouages, pour réduire les coûts de la matière première. Après, on peut acheter le ster livré chez soi, mais plus en campagne qu'en ville. En ville, c'est plus dur à stocker, etc. Alors c'est bizarre parce que nous, on a quand même beaucoup de bois aussi, parce que culturellement, la cheminée, le bois, pour le contexte représentation montagne, on a beaucoup de bois. Et c'est vrai qu'on a plus d'un tiers des personnes qui se chauffent encore au bois. Donc c'est très économique. Chez vous que chez nous, par exemple. Ça, il faut reconnaître. Non, c'est plutôt 100. C'est bien. Ah oui, 100. Parce qu'ils les découpent, ils en font des skis. C'est ça. Non, c'est mieux que la réglementation dans les forêts, dans les Alpes que chez nous. Ah, puis c'est quand même plus compliqué d'aller chercher du bois quand il y a un dénivelé que dans les Vosges. On va aussi aller du côté de la Normandie, dans le Nord Cotentin, avec Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour Jean-Philippe. Alors vous avez un climat un peu plus tempéré quand même si on est quand même dans la partie nord
de la France. Il y a quand même la mer, la Manche, qui est juste là, qui va tempérer un peu tout ça, mais qui va vous apporter aussi d'autres problématiques. Alors, ça a des problématiques et aussi des avantages. Donc, on est plutôt assez tempéré. L'avantage, quand il y a la mer, c'est qu'on n'a pas des températures non plus qui sont négatives. Donc oui, en Normandie, il pleut souvent, mais on n'a pas non plus d'inondations, on n'a pas des températures non plus extrêmes. Donc pour chauffer, ça reste quand même assez correct. C'est pas la pire région non plus. Bon, allez, je compte sur vous pour pas être tempéré, Alexis, dans vos propos, évidemment. Emeline, donc c'est quoi, par exemple, les astuces contre le froid dans le Nord? Par exemple, être équipé au minimum de volets ou de persiennes et les ouvrir au bon moment, au rayon du soleil, pour pouvoir garder la chaleur et les fermer. Quand on n'a pas trop les moyens de faire des gros travaux, il y a les astuces de premier secours. Astuces aussi en premier secours qui demandent vraiment zéro investissement. C'est par exemple nettoyer ses radiateurs, les dépoussiérer, les purger régulièrement. Les purger, c'est purger les radiateurs. Voilà. Mais ça coûte rien et ça permet que Et les enfants adorent faire ça. Voilà. Après, il y en a plein partout, mais mais c'est vrai. Donc c'est bien. Donc c'est vrai que c'est la base. Une autre astuce peut-être, Emeline? Chez nous, on peut mettre tout simplement des rideaux occultants thermiques pour la chaleur. Ou certaines personnes, pour pas faire une installation complète, mettent des feux à pétrole en fait. C'est des petites des astuces. Feux à pétrole. C'est pas très écologique, mais je vois Virgile qui fait la grimace là. C'est une bonne ventilation. Ça crée de l'humidité, mais ça peut être une solution un peu précaire, mais sans vouloir caricaturer, c'est vrai qu'il y a des régions où le niveau social est compliqué, le niveau de vie est compliqué, et en revanche, on a on a des dépenses qu'on essaye d'amoindrir et des problèmes de froid. Vous me disiez c'est plus tempéré, Alexis, mais l'hiver quand même, vous vous protégez. Comment vous vous protégez du froid? Alors dans la région, ce qui est assez adapté, c'est plutôt le poêle à peler, parce qu'on est vraiment dans une région côtière et avec beaucoup de pierres. Donc les personnes aiment beaucoup ce côté cocooning. Après, il y a aussi la pompe à chaleur qui est quand même pas mal appréciée, vu qu'on a des températures qui ne sont pas extrêmes. Alors, la pompe à chaleur, vous allez le voir dans l'émission, c'est devenu un peu le Graal. Beaucoup y passent, même dans les régions plus au sud, évidemment, pour le côté réversible. Mais il y avait un problème de votre côté, au niveau de la pompe à chaleur, c'était l'air marin. Vous savez, c'est un air qui est chargé d'eau de mer et donc de sel. Eh bien, vous êtes allé voir, Alexis, et merci pour ça, vous êtes allé interviewer un spécialiste qui va nous expliquer. Est-ce que c'est encore un problème? Alors comme moyen de chauffe, moi je conseille, et je suis très partisan de la pompe à chaleur. Puisque quand on a un bon isolant, la pompe à chaleur, le groupe tombe très peu. Et le seul problème qu'on avait avant, avec le bord de mer sur les pompes à chaleur, c'était le problème de l'air salin. Maintenant, c'est traité avec les nouvelles machines qu'on a, on est protégé contre l'air salin. Et en plus, l'air salin protège du givre. Dans certaines régions en France, nous avons vraiment le problème du givre sur les pompes à chaleur, sur les groupes extérieurs. Là, ce problème-là, il est réglé. Donc maintenant, les pompes à chaleur, ça reste le plus avantageux en bord de mer en tout cas. Et c'est souvent aussi le bon moyen pour avoir un bon DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique. Et là, je me tourne. Quand j'entends DPE, je pense investisseur. Donc, je pense à notre spécialiste de l'investissement, Grégory. Bonjour, Grégory. Je suis toujours là. Vous nous écoutez depuis tout à l'heure. C'est vrai avec beaucoup d'intérêt. Là, une pompe à chaleur, c'est un vrai plus quand on investit. Alors, c'est un vrai plus, mais il ne faut pas oublier que pour un investisseur, c'est un gros investissement, une pompe à chaleur. Ça peut faire des économies sur le long terme, mais c'est quand même un gros investissement. Et c'est vrai qu'on a tendance à aller sur le plus simple en installation, c'est du radiateur électrique qui aujourd'hui est un petit peu plus accessible en termes de pause, rapidité, etc. Mais c'est vrai que j'écoute avec attention parce que quand on fait un investissement, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? C'est la note du DPE. Ça, c'est un sujet depuis quelques années, les dernières années, un sujet brûlant. C'est le cas de le dire, mais où vraiment il faut faire attention parce que quand on va sur une note de G, à partir de 2025, là, c'est bientôt, c'est fini, on ne peut plus louer. Donc le but quand on achète un investissement locatif, c'est vraiment de pouvoir louer sur la durée. Et donc il faut faire progresser ces notes-là. Et donc dès le départ, il faut être sûr de ce qu'on peut faire comme travaux ou pas. La pompe à chaleur, ça peut complètement changer la note. Donc ça c'est top, mais il faut voir le coût aussi et la rentabilité. Et voir sur combien d'années on peut rentabiliser. Amortir. Et ça passe vraiment par une isolation performante. Sinon, on chauffe la rue, comme disait ma grand-mère. Et puis ça dépend de la surface aussi, parce qu'un petit
appartement de 20-30 mètres carrés, pas forcément d'utilité d'avoir une pompe à chaleur, alors que réversible, voilà, alors que sur des plus grandes surfaces, il y aura un intérêt. Bon, en gros, il faut toujours calculer, évidemment, il faut faire des bons calculs avec des bons simulateurs et pas des simulateurs d'arnaque. Consulter carrément un thermicien qui va faire un audit complet et qui pourra conseiller sur une rénovation globale, parce que je pense que c'est peut-être le mieux. Et puis ça répond aussi à une problématique environnementale, parce qu'aujourd'hui, on est quand même impacté par rapport au gaz à effet de serre, sur lequel on fait un petit peu la guerre pour changer la méthode de fuel, le gaz. Donc vraiment, l'avantage en fait de la pompe à chaleur va permettre de répondre à ces exigences sur lesquelles on a déjà un circuit. Aujourd'hui, il y a des subventions, donc c'est quand même assez accessible. Aujourd'hui, on voit quand même des pompes à chaleur qui se rentabilisent entre 5 et 10 ans. C'est pas négligeable par rapport aussi à l'indice DPE derrière. Et alors vous qui faites partie des experts, des meilleurs experts de l'immobilier, chacun dans votre région, dans votre ville, est-ce que par exemple à Croix, à côté de Roubaix, c'est quasiment impossible de vendre un bien quand le DPE est pas bon? C'est pas impossible de vendre, mais il faut étudier la réhabilitation par rapport au projet aussi, et ça peut faire baisser le prix. Et à Marigné, en Haute-Savoie, c'est pareil? Alors, évidemment, c'est une problématique qui est d'autant plus importante parce qu'on est une des vallées des plus polluées de France. À Marigné, par exemple, on a une usine qui permet d'injecter, en fait, grâce à nos déchets, 45 000 tonnes de déchets qui sont traités et incinérés tous les ans et qui injectent les réseaux de chaleur et pour la production d'eau chaude et pour le chauffage. Pour, justement, faire diminuer la facture énergétique, d'avoir un coût qui est stable et aussi d'être sur cette logique de développement durable. Les réseaux de chaleur, on en parlera déjà d'ailleurs dans la deuxième partie de l'émission avec les villes un peu plus chaudes, où c'est vrai que ces réseaux de chaleur qui permettent de communiquer la chaleur et de ne pas la perdre, c'est vraiment devenu aussi une stratégie dans toutes les communes. Une maison bien isolée, j'imagine que c'est une maison qui se vend mieux, alors qui se vit mieux au quotidien, mais qui se vend beaucoup mieux derrière. C'est quelque chose qu'on regarde, j'imagine, dans vos régions, l'isolation? Oui, beaucoup. Nous, dans notre secteur, on regarde beaucoup les DPE en fait, au niveau de l'isolation. Et les acquéreurs creusent de plus en plus justement pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les murs, comment est-ce que c'est isolé dans la toiture. Ils creusent vraiment pour ne pas avoir de surprise et vraiment être bien chauffés et ne pas réinjecter d'argent. Ou alors, si c'est mal fait, de se dire, bon, OK, il faudra que je rajoute derrière, d'être au courant. C'est quoi la meilleure isolation dans vos régions? Chez nous, on a très peu de bâtiments qui sont classés en classe énergétique A, parce que plus on monte en altitude, plus on perd des degrés. Donc forcément, les diagnostics aussi évoluent au-delà de 400 mètres et à moins de 400 mètres. Et c'est vrai que les problématiques aussi d'avoir les constructions type chalet avec de la grosse pierre, on en parlait tout à l'heure, c'est sûr qu'on n'isole pas un vieux mur de pierre comme on isole un mur de parpaing ou de briques. Et il faut penser à des systèmes d'isolation différents. On est vraiment tous à la recherche de la meilleure note maintenant. C'est devenu quasi mathématique. Mais est-ce que, et je me tourne vers vous, Grégory, parce que c'est pas aussi scientifique que ça, c'est pas une garantie. On ne peut pas dire, bah tiens, si tu fais ça, tu auras une bonne note. C'est pas sûr. Quand on veut faire des travaux, c'est très important, on l'a évoqué à l'instant, de faire vraiment une étude très poussée, un audit, vraiment de, OK, si je fais tels travaux, par exemple isolation des murs intérieurs, avec telle épaisseur, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le DPE? Quelle note je vais obtenir? Et ça, ce sera garanti. C'est-à-dire que si je mets 10 cm, je sais que je vais passer de B à C. En tout cas, celui qui fait l'audit fera derrière le DPE. En général, ils sont capables de faire les deux. Et logiquement, si les recommandations sont appliquées, derrière, il y a une bonne note. Il ne faut pas juste s'en tenir aux recommandations qui sortent de manière automatique sur les DPE. Ces recommandations-là, elles sont parfois pas du tout viables. C'est-à-dire poser une pompe à chaleur parfois dans un immeuble haussmannien, on sait que c'est pas possible. Et pourtant, c'est recommandé dans ces trucs automatiques. Il faut aller plus loin, faire un audit qui vraiment permet d'aller vraiment sur un objectif très concret, quoi. Il y a eu aussi une autre problématique du côté de chez vous, Alexis, et j'imagine aussi à Marigné, c'est tout ce qui est secondaire, c'est-à-dire les résidences secondaires. Est-ce qu'on investit autant dans l'isolation et le chauffage dans une résidence secondaire? Alors déjà, ça va dépendre de la fréquence à laquelle les propriétaires vont venir. Aujourd'hui, on sait que la maison doit être quand même un minimum chauffée pour pas que la maison se dégrade. Voilà, merci. Et donc, notamment, nous, on a beaucoup de pierres. On a un peu cette complexité où on trouve vraiment notre région très attractive par rapport à sa pierre normande. On cherche le cadre, le littoral, et beaucoup veulent de la pierre apparente tout en étant isolés. Donc aujourd'hui, on fait appel vraiment à des manières plutôt assez naturelles, comme la géothermie, comme les panneaux solaires ou autres. Et après,
il existe quand même aujourd'hui des applications qui permettent de piloter à distance certains modes de chauffe, ce qui peut quand même modérer les consommations. Ouais. Donc des personnes vont pouvoir venir une certaine durée de l'année, pas forcément toute l'année, mais peut-être 2 ou 3 mois, et ça va pouvoir répondre à leurs demandes. Donc s'ils viennent que de 3 mois, il y a un calcul à faire vraiment par rapport à leur investissement dans la rénovation. Et voilà, il faut quand même qu'ils s'y retrouvent sur les années qui suivent. Ça, c'est un sujet qui est important. Ouais, surtout qu'on n'a pas d'aide on a moins d'aide pour la résidence secondaire que pour la résidence principale. À Marigné, c'est pareil, vous avez aussi pas mal de résidences secondaires. La particularité qu'on a en fait dans notre région, c'est que les personnes qui ont les résidences secondaires, 20% sont des propriétaires qui résident à l'étranger et 44% sont en dehors de la région. Ouais. Donc en fait, quand ils n'utilisent pas ce bien, soit ils le louent, pour rentrer dans leurs frais, ou c'est un bien vraiment personnel, ils viennent assez régulièrement et là ils mettent les moyens pour en bénéficier. Donc voilà, double énergie, programmation. C'est un sujet important. Je vais finir avec vous, il nous reste quelques secondes pour parler d'un sujet qui fâche. C'est quand même beaucoup de maisons qui ont des chaudières à fioul. Est-ce qu'aujourd'hui... 1 sur 8 chez nous. Hein. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est rédhibitoire pour vendre une maison? J'ai déjà eu ce cas-là. Donc, ce que l'on dit tout à l'heure, en fait, j'ai vendu une maison où justement il y avait encore l'ancienne cuve à fioul et il n'y avait pas le tout à l'égout. Donc, et malgré tout, et ça s'est vendu quand même. Ouais, c'est juste une négociation de prix et puis après une remise aux normes. Et comme en plus c'était dans un bel endroit, forcément, c'était pas les critères rédhibitoires. Ouais. C'est pas rédhibitoire, mais par contre il y a la négociation qui est en face parce que les gens ils calculent les frais engagés. Le prix est en adéquation avec ce qu'on a. Enfin, voilà, mais on revient sur le chauffage. C'est de l'important, c'est l'isolation, la ventilation et seulement après le chauffage. Le fioul, nous, c'est pas rédhibitoire. Il y a 60% de chaudières fioul chez nous aussi. Un peu de gaz. Ouais. Entre nous aussi, alors je veux rebondir, vaut mieux aujourd'hui, je pense, avoir une chaudière à fioul dans le cadre d'une rénovation énergétique plutôt que d'être sur des radiateurs type grille-pain, parce que là, il y a tout un circuit à installer, alors que si on est en chaudière à fioul, on a de l'hydraulique. On se rend compte qu'en fait, on a quand même un retour sur investissement qui est quand même assez rapide. On n'a pas la subvention sur la pompe à chaleur en proprement dit, mais le circuit est déjà installé. Évidemment, on pense à tous ceux qui doivent remettre le chauffage. Là, ça y est, on arrive, c'est l'automne. Donc mettre les pulls au vert. Ou faire du sport. Et voilà, puis, le pilou. Eh bien, on vous enverra la photo d'Alexis. Ou la chenille, bravo, Peggy. Évidemment, on va faire la chenille pour se réchauffer. Mais avant de la faire, parce que je suis sûr qu'on va la faire, on va retrouver justement Bruno avec le chenilliste français, Vincent. Voilà. Merci Jean-Philippe, on a l'immense plaisir de recevoir une figure, une personnalité incroyable, Vincent Piguet. Alors le look, on t'a reconnu tout de suite. Merci. La chenille. Pourtant, je suis sobre, là, Bruno. Bah oui, là, t'es sobre. Ah là, je suis sobre. T'es dans une émission assez sérieuse, attention. Ah ben, je vois ça. Est-ce que t'es prêt à mettre un petit peu le... On va voir. J'ai vu que t'avais une belle équipe. Ils ont l'air d'avoir le poignet souple et la main ferme. C'est ça. Je pense qu'il y a moyen de lancer une petite chouchou, mais bon. Et on va voir. On va déjà goûter les chouquettes. Je voulais dire que tu as un très bel appartement. C'est un très bel appartement où on Beau reçoit décor. Et on parle d'immobilier. Alors, nous, ce qui nous intéresse, Vincent, c'est effectivement des parcours incroyables comme le tien. Alors, on le dit, tu étais torréfacteur de café avant. Un métier sérieux. J'étais le El Gringo de... voilà. Je me déplaçais en locomotive avec des sacs de café, j'avais un sombrero. Non, pas du tout. Là, j'habitais au Gabon, en Afrique, à Libreville. Ah oui, et voilà. Effectivement, j'avais une boutique de torréfaction de café dans une galerie commerçante. Et effectivement, c'est un peu un hasard. Ouais. Alors, on va parler un petit peu de ton parcours immobilier. Tu te rappelles de ta maison d'enfance? Je suis de la région de Valence, juste à côté, Porte-les-Valence. Mes parents y habitent toujours. Ouais. Et c'est une petite maison où je vivais avec mes parents et mes 3 sœurs aînées. Tu as un souvenir tu faisais déjà la chenille quand tu étais petit? Ah ouais, toujours. J'ai toujours inventé un peu. J'adorais me déguiser. Moi, j'avais 2 passions. Donc, c'était de me déguiser et d'inventer des danses, d'inventer des jeux. Voilà, c'était vraiment dans mon ADN. Et alors donc, vous partez, la famille part au Gabon à un moment donné? Alors, non, c'est moi qui suis parti quand j'avais une vingtaine d'années. D'accord. C'est l'amour qui m'a amené là-bas. Voilà. Et effectivement, j'ai passé 8 ans au Gabon.
D'accord. Mes enfants. Et alors l'immobilier au Gabon, c'est comment? Alors l'immobilier, t'habitais où donc? Moi je louais. Alors moi j'étais dans une résidence, voilà, la résidence Les Badamiers, et c'était avec une piscine, et puis il y avait 3-4 immeubles. Là-bas il y a des gardiens. On était donc c'est un estuaire, c'était pas la mer, donc on avait vue sur la mer, ça faisait une petite île au loin. Non, c'était plutôt confort et sympathique. Bon, moi ce qui m'hallucine, c'est ce bouleversement dans ta vie. À un moment donné, je sais pas ce qui te prend. Alors tu vas nous raconter, tu vas à Incroyable Talent et tu viens avec cette performance incroyable qui va devenir un peu virale sur les réseaux, partout en fait. Bah oui, donc déjà moi quand je suis rentré d'Afrique, je me suis lancé dans l'humour, j'ai fait humoriste, et le premier sketch que j'ai écrit, c'était le chenilliste, un gars qui faisait de la chenille à haut niveau et professionnellement, qui avait monté la Chenille School Academy de Romardèche et avait inventé la chenille synchronisée. Puis c'est resté dans un coin de ma tête, c'est un sketch que j'ai joué pendant des années, et après j'ai joué une pièce qui s'appelle Ladies Night, c'est comme The Full Monty. Et je me suis dit, ça serait bien que je fasse un truc comme ça. Donc j'ai dans l'idée de faire une série là-dessus. Et je me suis dit, je vais le faire pour de vrai. À l'après-Covid, j'ai monté la Chenille School Academy et je donne des cours de chenille synchronisée à Paris tous les mardis. Incroyable. On m'a pris pour un fou. Je louais une salle. Alors c'était pas un appartement. Je louais une salle tous les mardis. Personne ne venait, bien sûr. Et puis un jour. Et comment t'arrives dans cette aventure d'Incroyable Talent? C'est eux qui m'ont appelé, parce qu'en fait, c'est surtout une radio, la radio de France Bleu Normandie, qui voulait battre le record du monde de chenilles. Et il n'y avait qu'un seul professionnel sur la toile, sur Internet. Moi, j'avais monté la Chenille School Academy, j'avais un site référencé. Donc, ils m'ont appelé en me disant, on a besoin de vous. Et on a battu le record du monde de chenilles. C'était pendant l'Armada, la plus longue, effectivement. Combien de kilomètres? En fait, c'était le nombre de personnes. Il y avait 3900 à ce moment-là. Mais après, on l'a battu avec Lille. Et donc, il y avait toutes les télés. Ils ont dit, c'est qui ce fou? Parce que je faisais réellement des cours de chenilles. On a une centaine d'experts partout en France. Ici, on a une grande partie. En deuxième partie d'émission, à la fin, il faudra que tu essayes de faire la chenille à nos experts. Tu crois que c'est... Avec ceux-là là? Ah non, mais là, je peux pas faire des miracles non plus. Non, mais Jean-Philippe, c'est sa passion, attention. Ah oui, alors Jean-Philippe, voilà, c'est à l'aide de Jean-Philippe, qui a un certain niveau. Bon, alors attention. Je l'ai vu dans pas mal de mariages et bar mitzvah. Bon, ça marche. Donc tu relèves le défi. Bien sûr, je relève le défi. Jean-Philippe, préparez-vous. En attendant, on reprend le cours normal. Merci Jean-Philippe. Ah ouais, ok. Bon, je vais m'échauffer, Bruno et Vincent, vous inquiétez pas, je vais pas me défiler devant la cheuche. Et je compte sur vous aussi, évidemment. On continue sur notre thématique isolation, chauffage. Allez-y, mangez. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Philippe. Pas de chaud. On était dans le nord et là on arrive dans le sud et là on sent qu'il y a plus d'ambiance. On parle, on boit, etc. On va commencer avec Malika de Mont-de-Marsan. Bonjour Malika. Bonjour tout le monde. Moi je suis de Mont-de-Marsan, du sud-ouest de la France, dans le département des Landes. Et ça s'entend et ça fait du bien. Et alors ne dites pas ce que c'est, parce que Malika, elle est venue avec une spécialité de Mont-de-Marsan. Et Mickaël de Marseille, bonjour Mickaël. Bonjour Philippe. Mickaël va nous manger un bout de... Vous savez comment ça s'appelle ça? C'est un pastis. Un pastis. Bravo, Mickaël. Et nous, on le boit d'habitude, le pastis. Avec modération, évidemment. Mais celui-là, il n'y aura pas de modération. Et notamment du côté d'Hugo de Roquebrune, Cap-Martin. Bonjour Hugo. Merci. Bonjour Jean-Philippe. Content d'être là. J'imagine. Alors surtout quand on vous a dit, on va parler isolation et chauffage, vous n'êtes peut-être pas tous sentis concernés. Écoute, je ne sais pas pourquoi on est invité de base. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, Hugo. Je vais expliquer aussi à Yann, parce que... Oui, évidemment. Yann, qui nous vient de Toulouse. Bonjour Yann. Eh oui, Boudu de Toulouse. Boudu, bah oui. On a tous un petit pastis. Allez, hop, allez. Merci beaucoup, je vous laisse pour vous. Moi, j'ai déjà assez mangé j'ai du toujours pastis. peur que quelqu'un vienne avec quelque chose et n'en mange pas. Ça n'augure pas quelque chose de bon. Bon, alors, on va parler chauffage et isolation, parce que évidemment, la caricature, c'est de dire on chauffe dans le nord, on chauffe pas dans le sud, mais c'est complètement faux. Et notamment à Mont-de-Marsan. Alors, effectivement, nous, à Mont-de-Marsan, dans le sud, dans le sud-ouest, on a deux saisons. On a la saison d'été qui est assez chaude et on a la saison d'hiver. On a un hiver assez violent. On a des baisses températures entre moins 5 degrés et 7 degrés. Et vous avez commencé à chauffer il y a quelques jours déjà. Et malheureusement, on a commencé à chauffer les maisons. Il fait très très froid. Ouais. Et c'est le cas un peu partout, non? Non, mais j'ai encore la clim. Quand même. Pour tout vous dire, le pastis est très bon. Pour tout vous dire, Mickaël me disait juste avant que là, en ce moment, vous nagez à Marseille, en fait. Oui, l'eau est super bonne, on va à la mer
C'est agréable à Marseille. Non, on allume le chauffage à partir de novembre à Marseille. Oui, novembre. Et encore, on l'éteint très vite. Passé février, alors, il y a une partie de vérité évidemment, puis il y a une partie marseillaise. On va faire des jaloux avec les collègues du Nord là, parce qu'on parle d'aller se baigner. Et je suis dans le même car au Creusot de Cap-Martin. Là, on met encore le maillot de bain et on va faire des ploufs. On parle pas encore de chauffer ou ce genre de choses. On est comme à Marseille. Vous faites des ploufs. On fait des ploufs. Bon alors, et Toulouse, alors c'est marrant parce que Toulouse, évidemment, on connaît surtout Toulouse l'été. On sait que c'est très agréable. Mais l'hiver, vous êtes confrontés, vous, quand même, à des problèmes de chauffage et d'isolation dans les maisons. Oui, alors c'est pas non plus. C'est des épisodes venteux surtout qu'on a. On a un phénomène qui est très local, qui est le vent d'OTAN. Alors c'est quel vent? Eh bien, c'est un vent d'OTAN. Oui. Alors, vous savez pas, c'est un vent qui rend fou. C'est la légende, c'est le vent du diable, le vent qui rend fou. Et c'est un vent qui va souffler pendant presque une semaine avec des constantes à 30-40 km/h qui peut monter jusqu'à 90-100. Donc c'est un vent qui peut quand même bien rafraîchir. C'est pas un vent très froid, mais le fait qu'il soit continu, ça rafraîchit. Alors ce vent qui s'infiltre sous les toitures, ça peut créer des problèmes de chauffage, de déperdition. Parce que vous, votre problème, c'est les toitures en fait. C'est les combles. Ouais, dans les maisons en règle générale, de toute façon, c'est souvent la déperdition la plus importante, elle est par le haut, elle est par le toit. Chez nous, c'est la même règle. Et avec ce phénomène venteux qui vient s'infiltrer sous les toits, c'est encore peut-être plus flagrant. Alors, on chauffe beaucoup moins que dans le Nord, c'est sûr. Nous, on n'a pas encore allumé le chauffage, on n'est pas prêt de le faire. Mais c'est un point de vigilance. Et si on doit se focaliser sur quelque chose, dans une rénovation notamment, quand on arrive dans une maison, c'est sur l'isolation par-dessus. C'est vraiment de veiller à ce qu'elle soit non seulement bien isolée, mais bien faite, parce qu'il y a des isolations qui sont juste posées, mais il y a des carences sur les côtés. Il y a des toitures aussi sous tuiles qui sont mal isolées au niveau humidité, et ça peut créer vraiment des problèmes de déperdition. C'est le phénomène d'Archimède, tu sais, cette poussée, l'air chaud monte. Eureka, mais j'ai trouvé, mais oui, bien sûr, c'est ça. Par le vent, elle est perdue. Oui. Bon, alors après cette parenthèse Archimède, on va passer de Toulouse à Mont-de-Marsan. À Mont-de-Marsan, c'est une commune, j'ai l'impression, qui est vraiment impliquée dans l'isolation et dans le chauffage de ses habitants. Comment ça se passe? Alors, effectivement, on a plus de 1500 foyers qui ont eu des aides de plus de 10 millions d'euros, en fait. Plus de 10 millions d'euros en 3 ans. 10 millions d'euros en 3 ans, qui ont des aides qui ont été allouées aux habitants de Mont-de-Marsan. Concernant les travaux d'amélioration énergétique, l'isolation, que ce soit l'isolation au comble, l'isolation ITE par l'extérieur, l'isolation ITI, isolation thermique de l'intérieur, et les pompes à chaleur aussi. Ah, les fameuses pompes à chaleur. C'est la même chose aussi dans vos communes, il y a des aides qui se font? Oui, alors... Nous, de notre côté, il y a un fonds social qui a été créé qui s'appelle le Green Deal 06. Donc, ça nous permet finalement en fait, d'avoir des aides donc, pour tout ce qui est... merci, en même temps, c'est top. D'avoir des aides d'un point de vue travaux thermiques jusqu'à 25 000 euros d'aide en fonction des revenus, forcément, pour les foyers les plus modestes. Mais ça consiste en quoi? Ça consiste à pouvoir faire un audit énergétique, donc être accompagné financièrement là-dessus, et sur tous travaux thermiques. Donc, aujourd'hui... j'invite en tout cas les personnes avec qui je travaille et qui sont dans notre région à aller demander sur Internet, donc via le Green Deal 06, de pouvoir savoir s'ils sont éligibles ou pas à ces aides. Oui, et je suis sûr que près de chez vous, il y a forcément des aides, que ce soit départementales, régionales, communales, en effet, parce que oui, aujourd'hui, on a tous, c'est un intérêt public en fait, que tout le monde passe à quelque chose de plus, d'une meilleure performance. J'imagine aussi, là je me tourne vers l'investisseur évidemment, que ces aides, on peut aussi les avoir quand on investit, ou c'est vraiment limité à notre résidence principale? Non, alors c'est vrai que la majorité des aides, c'est plus pour la résidence principale, mais il y a quand même des choses à faire quand on est investisseur, quand on est bailleur. Souvent, on va aller chercher ce qu'on appelle les certificats d'énergie. C'est-à-dire qu'on va isoler, on en a parlé, les murs intérieurs, les murs extérieurs, et là, on va pouvoir aller chercher 25 € du mètre carré, 11 € pour les combles, etc. Et puis après, eh ben, il y a aussi pour les pompes à chaleur, les remplacements de mode de chauffage. Et en tant qu'investisseur, on a le droit jusqu'à 3 prises en charge de chantier, c'est-à-dire que 3 biens qui sont loués, pas plus, mais c'est déjà beaucoup, et ça peut aller jusqu'à 90% des travaux qui ont été effectués, mais ça dépend souvent
souvent, malheureusement, des ressources, en fait. C'est tout le problème. Donc, quand on investit, la banque, elle nous dit « faut que vous gagniez quand même beaucoup d'argent, et sinon, on ne peut pas vous prêter. » Et quand on demande des aides, ah bah non, désolé, vous gagnez trop. Donc, c'est un peu tout le problème. Et d'ailleurs, d'une façon générale, on en reparlera tout à l'heure avec Audrey, qui est une des spécialistes de la rénovation énergétique. Il ne faut pas s'adresser à n'importe qui. Il faut vraiment faire très attention parce qu'il y a des arnaques dans tous les sens. L'autre arnaque, c'est du côté de Toulouse. Vous êtes une arnaque, Yann, on le sait, on vous connaît depuis longtemps. Non, l'arnaque, c'est que vous êtes dans une ville, la ville rose, il y a un côté très patrimonial, c'est magnifique, mais on ne peut pas évidemment installer ce qu'on appelle la PAC, le PAC ou la PAC. La PAC, c'est-à-dire que, vous savez, ce gros truc en plastique à l'extérieur qui va capter ou rejeter l'air, on ne peut pas le faire au centre de Toulouse. On ne peut pas le faire dans le centre de Toulouse, notamment dans tout ce qui est quartier historique, où on a de la brique partout, on est soumis à l'approbation des bâtiments de France, et on ne peut pas poser en façade de moteur, de pompe, c'est pas possible. Et vous, cette brique rouge qui fait la renommée mondiale de votre ville, c'est aussi un vrai problème en termes d'isolation. Et oui, j'ai demandé à quelqu'un de me l'expliquer, parce que j'avais du mal à comprendre qu'un mur aussi épais, parce que les briques c'est 34 ou 45, c'est des briques plates, on me dit c'est pas isolant. J'ai dit t'es fou, t'as vu l'épaisseur du truc? Il me dit non, c'est pas isolant. C'est un très bon matériau, mais ça a une inertie thermique très importante. Donc il faut réisoler derrière. Et à Toulouse, en plus, sur tout cet environnement où il y a de la brique, on peut pas isoler par l'extérieur. Donc on le fait par l'intérieur et on perd des mètres carrés. Et on perd aussi au cachet. La brique apparente à l'intérieur d'un logement, avec un beau plancher bois, etc. Ouais, c'est magnifique, mais on peut le faire que dans une paroi intérieure. C'est qu'on peut avoir de la brique entre deux pièces, mais si c'est une brique qui est sur le mur extérieur, il faut évidemment isoler. Il faut l'isoler. Et puis remettre un papier peint imitation brique. Avec des peintures super sympas maintenant. Évidemment. Les enfants ont des crayons. Allez les enfants, faites-nous les briques. Non mais c'est vrai que moi, les pompes à chaleur, je comprends l'intérêt, mais je trouve que esthétiquement, alors même les commerces, on essaie de mettre des coffrages, mais il ne faut pas mettre des coffrages qui cachent trop parce que sinon ça ne fait pas passer l'air. Moi je rebondis là-dessus, Jean-Philippe, c'est que d'un point de vue patrimoine historique, moi, je suis de Roquebrune-Cap-Martin, mais on travaille aussi sur la commune de Menton, qui est collée en fait vraiment à Roquebrune. Et en fait, nous, on a 17 palaces Belle Époque, donc qui sont classés monuments historiques. Et on a le même souci en fait, c'est-à-dire qu'on peut pas isoler par l'extérieur, donc on va passer par l'intérieur. On peut pas mettre de clim, forcément, parce que on peut pas mettre ça en façade. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la solution isolée par l'intérieur, c'est celle qui est choisie et qui est d'un point de vue financier, peut-être la plus intéressante aussi. Et nous, on a beaucoup d'immeubles, donc de ce point de vue-là, on n'a pas le monopole de la décision. On doit passer par des assemblées générales, etc. Ouais. Donc c'est vrai qu'isoler par l'intérieur, ça nous permet finalement de le faire par nous-mêmes. D'être autonome. Exactement. Voilà. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est se servir des stores. C'est vous, Yann, qui êtes allé... Voilà, vous êtes intéressé à ça. C'est complètement l'inverse du Nord, en fait. Là, j'en ai parlé avec un spécialiste de la menuiserie qui m'expliquait que nous, on cherche surtout pour réduire notre consommation, parce que c'est bien d'avoir la clim, mais ça, c'est une dépense d'énergie aussi, c'est coûteux. On se rafraîchit, on a du confort. Donc le truc, c'est de se cacher du soleil aussi à un moment donné. Et de plus en plus, en menuiserie, ils installent en extérieur, du coup, des stores qui sont pilotables et qui vont casser les rayons du soleil, et les infrarouges notamment, pour limiter la chaleur entrante. Et voilà. Et là, quand je vous disais que Yann était une arnaque, c'est qu'en fait... Quand on lui dit, c'est quand même, il fait partie de la centaine des plus grands experts de l'immobilier. On lui dit, on va faire une émission sur le chauffage. Et là, il nous dit, ça tombe bien, je vais vous parler des stores qui isolent pour qu'on ait moins chaud. Regardez. Alors sur Toulouse, ce qu'on cherche à faire, c'est s'isoler de la chaleur. Et pour s'isoler de la chaleur, on installe de plus en plus ce genre de produits qu'il y a derrière moi, qui sont des brise-soleil orientables et relevables, qui, une fois relevés, nous permettent de bénéficier des apports solaires l'hiver où on en a besoin. Et l'été, on abaisse le dispositif. Tout en gardant la vue sur l'extérieur, on se met à l'abri du soleil, donc pas d'échauffement dans la maison. Et voilà, pas d'échauffement. Oui, comme le dit Hugo à Yann, t'as vraiment rien compris. Non, mais alors, vous êtes un peu hors sujet, vous êtes peut-être un peu aussi en avance parce qu'on en parlera plutôt au printemps. Mais en même temps, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai qu'on le fait en même temps. C'est-à-dire que quand on pense chauffage, il faut aussi penser climatisation, il faut aussi penser protection de la chaleur. Et Marseille, je voulais parler avec vous, Mickaël. Quand on a préparé l'émission, vous avez parlé des matériaux d'isolation. Et j'ai l'impression qu'on est très créatif du côté de Marseille, ou en tout cas, on est à l'écoute de ce que faisaient nos parents et nos grands-parents. Qu'est-ce que vous utilisez pour isoler à Marseille ? À Marseille, on va isoler avec de la laine de roche, de la laine de verre. On va faire l'isolation des combles, on va faire l'isolation des planchers. On a la même problématique que mes amis pour les unités de clim extérieures,
d'ailleurs sur le centre-ville de Marseille. Ouais. Et dans le quartier du Panier, par exemple, j'imagine pas retirer un graffiti pour mettre... Non, mais par contre, on va pouvoir trouver des systèmes réversibles. Et à Marseille, ça se fait souvent, et ça fait une dizaine d'années que ça existe. C'est le chauffage au sol, qui n'existait qu'en termes de chauffage, maintenant devient rafraîchissant. Et ça, c'est une nouveauté qui est quand même bien, puisqu'allié à une pompe à chaleur, on se retrouve avec le côté rafraîchissant l'été et chauffage l'hiver. C'est rafraîchi, mais il faut tout fermer. Enfin, Bien sûr, il y a pas une grosse performance. Il y a de la condensation qui peut se créer en fonction de la température extérieure si elle est trop élevée. Et à Marseille, elle est élevée l'été. Donc oui, il y a quand même un système à améliorer, mais qui existe aujourd'hui. Et à Marseille, on se sert aussi du soleil pour réchauffer, et pas forcément avec des panneaux photovoltaïques. À Marseille, on se sert des panneaux photovoltaïques pour chauffer, et ça se fait de plus en plus dans les constructions neuves actuellement. Il faut savoir quelque chose, les promoteurs, c'est peut-être plus facile à Marseille que dans d'autres régions, mais dans un contrat de réservation, quand on achète un appartement dans du neuf, on nous promet que si la température extérieure est à moins de 2 degrés, votre appartement sera au-dessus de 19 degrés sans chauffage. Et c'est garanti. Et c'est garanti, c'est stipulé sur un contrat de réservation. Donc on est quand même assez sûr. Après, les hivers sont légers, on a une température moyenne, l'hiver de 10 degrés, donc on ne parle pas vraiment comme dans d'autres régions d'hiver très froid. D'accord. Yann, les réseaux de chaleur. Oui. Je sais qu'il y en a à Mont-de-Marsan, des réseaux de chaleur. Je sais aussi qu'il y en a à Toulouse. Oui, il y en a déjà. Et qu'est-ce que c'est un réseau de chaleur? Expliquez-nous. Un réseau de chaleur, c'est un réseau de tuyauterie souterraine. Je vais faire très simple parce que de tuyauterie souterraine, il y a des chaufferies centrales qui vont utiliser diverses sources d'énergie, notamment la biomasse, et puis les déchets qui vont être utilisés, qui vont être brûlés. Et il y a des fluides caloriporteurs qui vont transiter dans les tas de tuyaux, qui vont aller alimenter des chaufferies centrales. Donc c'est très développé à Toulouse. Il y a déjà 3 réseaux souterrains qui existent. Il y a un 4e qui est en construction. La métropole toulousaine est assez engagée là-dessus. Ça permet vraiment d'aller amener un chauffage sain et propre dans ces produits collectifs, pour de l'immeuble collectif, et c'est en plein développement. C'est une belle action de pouvoir apporter du chauffage à moindre coût, à coût plus raisonné, et écologiquement, je trouve que c'est intéressant de pouvoir recycler les déchets, etc. Bien engagé, bravo monsieur le maire et ses équipes. Décidément, on a des maires formidables. Ouais, mais il faut le dire aussi quand ils sont bien. Ouais, c'est vrai. On le crie quand ils sont pas bons. Alors, il faut savoir une chose, moi si je vais parler du maire, je vais copier un peu sur toi. Il faut savoir une chose, c'est qu'on a un maire, nous aussi, qui est très anti-pollution de la planète. Effectivement, il a mis en place tout ce qu'il a raconté, Yann, là. Les réseaux de chaleur, ça s'appelle. J'aime bien Malika, on comprend bien quand elle comprend pas trop les trucs. Les rideaux, tout ça. Les réseaux de chaleur. Exactement, les réseaux de chaleur. Et ça permet quand même une réduction au niveau du coût au sein de la collectivité. Oui. Et donc, c'est aussi notre argent, évidemment. La mairie est gagnante, en fait. Voilà. Eh bien, en tout cas, bravo, parce que je vois que vous connaissez bien votre secteur, et c'est ça aussi, Proprio à tout prix, c'est que vous habitez l'endroit dont vous nous parlez, et ça change tout, quand même. Donc, merci. Alors, chauffez un petit peu, baignez-vous bien, Mickaël, vous aussi, Hugo. Et puis, je vais arrêter de refroidir, du coup. Et puis, protégez-vous du vent, parce que vraiment, ça rend fou. On va tout de suite aller estimer, justement, une maison, et vous allez voir, et ça, je sais que Grégory va être content, il y a des maisons qui ont des DPE idéaux, AA. Ça existe, et vous allez voir que tout d'un coup, l'estimation augmente. Regardez. Hey, salut à tous, c'est Lorna. Aujourd'hui, je vous emmène à Saint-Nexan, au pied des mythiques vignes du Mont Bazillac. Et je vais vous aider à trouver le prix d'un bien. Vous me suivez? C'est parti. Avec Lorna, il faut s'attendre à un bon plan. Et je sens que c'est pour maintenant. Le bon plan ici, c'est la facture d'électricité. Moins de 40 € par mois. Alors forcément, ça va compter dans mon estimation. Et tu fais bien, car qui dit petite facture, dit rénovation déjà faite. Pour vous aider à trouver le prix, je vous ai préparé quelques indices. Au cœur de la Dordogne, les prix du mètre carré oscillent entre 1700 et 2300 €. C'est vrai aussi pour Saint-Nexan. Et si jamais vous n'avez pas encore trouvé, laissez donc Lorna vous guider. Mon estimation sur ce bien se situe entre 290 et 300 000 €.
Difficile de rebondir après ça, évidemment. Bonjour à toutes. Voilà, mais c'est Charlie et drôle de dame. C'est pas possible. Alors, vous êtes, voilà, je suis ce qu'on appelle en bonne compagnie. On va commencer par notre invité, c'est Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Jean-Philippe. Vous êtes directrice de la stratégie de EFI, qui est un spécialiste de la rénovation énergétique. Et évidemment, vous allez être là pour éclairer nos lanternes et nos radiateurs pour mieux isoler et mieux chauffer. Évidemment, et ça doit se faire dans cet ordre-là, et j'y reviendrai. Il faut d'abord isoler et après chauffer. Oui. Et ceux qui aiment le foot, il faut déjà défendre et après attaquer. Voilà, c'était ma référence. Allez, on va commencer par le nord-est avec Nelly et Metz, la Messine. Bonjour Nelly. Ça va? Oui, ça va. Bien très bien, très bien. Moi, quand on me parle de Metz, je pense à ma jeunesse et je pense à des hivers un peu frais quand même. Oui, très très frais, mais ça reste encore un climat qui reste marqué mais tempéré. Marqué mais tempéré. Ça, c'est un bon marketing. Bravo. On va vous engager à l'Office du tourisme de Metz. Non, c'est vrai que les hivers sont un peu rudes parfois. Un peu rudes, mais ça reste quand même très très correct au niveau des températures. Mais on a néanmoins quand même nos habitants qui se plaignent du froid par rapport à l'isolation, par rapport au manque de revenus, etc. Alors ça tombe bien. Les habitants de Metz qui se plaignent, regardez cette émission parce que vous allez tout savoir. On a aussi Sophie de Bois-Colombes. Oui, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Sophie, c'est votre première? Oui. Voilà. Alors vous inquiétez pas, on ne va pas vous bisuter. En revanche, va bien se passer. Je sais que vous connaissez très bien votre secteur, vous connaissez Bois-Colombes, c'est donc en région parisienne, Bois-Colombes. On va mettre quelques images éventuellement, très jolies. Il y a des très jolis édifices et il y a aussi beaucoup de résidences. Et on va aborder avec vous ce qu'on n'a pas abordé dans le début de l'émission, c'est le chauffage collectif. Oui, parce qu'on a énormément de copropriétés en fait sur Bois-Colombes et là-dessus, on ne peut pas malheureusement tout faire dans ces logements. Et même parfois, on ne peut rien faire du tout. Exactement. On en parlera. Et puis évidemment, vous connaissez Marie de Villefranche-sur-Saône. Alors Villefranche-sur-Saône. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Marie. On n'est pas loin de Lyon, donc c'est un peu une zone intermédiaire. On a des très beaux étés. Ouais. Et l'hiver, on peut avoir jusqu'à -8, -10. Oui. Alors c'est sur des très courtes périodes par contre. Ouais, mais quand même ça compte et donc il faut s'en protéger. Voilà. Et on a aussi des très belles pierres apparentes et on va commencer là-dessus Marie, parce qu'on le disait tout à l'heure avec Yann de Toulouse, quand on a des pierres apparentes, des murs en briques, des murs en pierre, c'est compliqué d'isoler ou alors ça se fait par l'intérieur. Par l'intérieur uniquement, donc tout le secteur du Beaujolais, donc c'est le secteur des pierres dorées. Ouais. Donc là on ne peut absolument pas envisager une isolation thermique par l'extérieur. Et alors je me tourne vers vous Audrey, vous le disiez, c'est peut-être un peu tard d'ailleurs parce que là on parle chauffage parce que ça y est c'est l'automne, mais il faut isoler avant de penser chauffage. Oui tout à fait, en fait il y a vraiment un ordre dans les travaux et ça c'est important de le redire. Il faut d'abord isoler, il faut d'abord s'occuper de l'enveloppe de la maison, en priorité d'abord les combles. Pourquoi? Alors je vais vous donner un exemple, quand on fait chauffer la casserole d'eau, quand on met un couvert sur la casserole d'eau, on garde la chaleur. C'est la même chose pour la maison, il faut d'abord commencer par le toit, isoler ses combles, isoler sa toiture, et puis après s'occuper de ses murs, de ses planchers. Et c'est vrai que sur l'isolation par l'extérieur, on ne peut pas le faire partout. Malgré tout, il y a quand même beaucoup de maisons en crépi, même avec du colombage. On parlait de la Normandie tout à l'heure, on peut aussi faire de l'isolation par l'extérieur avec du colombage. Et ça a cet avantage d'avoir un ravalement en fait, de façade, parce que c'est aussi un aspect esthétique. Quand vous isolez, vous ravalez la façade de la maison. À Metz aussi, vous avez ce problème dans certains quartiers historiques. Oui, tout à fait, Jean-Philippe. On a ce souci, notamment dans la rue Foch. Donc la rue Foch, alors pour ceux qui ne connaissent pas Metz, on va montrer des images de Metz. Voilà. Alors on n'a peut-être pas la rue Foch, mais... Si, normalement, on est allé filmer. Donc c'est un quartier vraiment de construction allemande. On le voit, c'est une architecture très germanique. Et en fait, la problématique, c'est qu'on ne peut pas isoler en façade. C'est totalement interdit puisque c'est un patrimoine qui est classé historique. Mais il n'y a pas de dérogation quand c'est comme ça? Il y a des dérogations, mais néanmoins, il faut quand même payer les factures. Merci Grégory, le roi de l'investissement et du concombre. Voilà, il est sympa. Oui, et donc des dérogations peut-être Des dérogations, mais bien entendu, il faudra quand même payer les factures. Oui, bien sûr. On n'aura pas le choix, donc avec des hauteurs de plafond de 3,50 m, on ne pourra rien faire de plus. Voilà. Jean-Philippe, un petit cuisseau de poulet? Non. Alors, excusez-moi, mais c'est la première fois, et j'ai quelques années de télé, où on me dit en direct un petit cuisseau. Écoutez, oui, volontiers Nelly, donnez-moi votre cuisseau.
Ah, vous en avez plusieurs en plus. Ah, l'assiette est très lourde. Hein. Oui, oui, l'assiette est lourde parce que ce sont des gros cuisseaux, c'est pour ça, c'est le principe. Allez-y, Sophie, n'hésitez pas à manger. Et maintenant que vous avez la bouche pleine, donc Nelly, Sophie, je m'adresse à vous. Vous êtes surtout dans de la résidence collective. Alors, comment on fait pour changer le mode de chauffage, notamment en résidence collective? Bon, ça, c'était déjà pas très cool. Évidemment, c'est un bizutage. Alors, merci. Alors, en gros, là où nous, on se retrouve avec des grosses problématiques, c'est qu'on a énormément de copropriétés. Donc, que ce soit des copropriétés au niveau du sol ou donc comme dans les immeubles qu'on connaît habituellement. Et donc, on est plutôt basé, on va dire, sur des isolations intérieures. Donc, on va perdre plus de superficie. On va aussi, malheureusement, esthétiquement, des fois, on se retrouve quand même avec des murs qui sont assez jolis. On est obligé de dire aux clients, là, si vous voulez gagner des lettres, il faut isoler donc principalement les murs qui donnent sur l'extérieur. Et souvent, on se retrouve avec des murs, on a encore un petit peu de briques qui peuvent être apparentes dans certains bâtiments. Donc là, forcément, on a des clients qui vont faire un petit peu plus la tête. Mais malheureusement, s'ils voulaient faire par l'extérieur, il faut que toute la copropriété l'accepte et le fasse. Oui, donc tout le monde doit payer et généralement, il y a toujours ceux qui ne veulent pas payer. Ça prend des années. Oui, donc ça fait beaucoup de contraintes. Alors je me retourne vers Grégory parce que j'imagine qu'investir dans un appartement, dans une résidence, ça pose tout de suite le problème de et si je veux changer l'isolation, si je veux changer le chauffage. Oui, on est, comme on disait, dans une résidence, on est soumis à des règles communes et forcément ça bloque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une politique, notamment dans les gros bâtiments années 70, de isoler par l'extérieur. Mais c'est vrai qu'il faut trouver un consensus avec tout le monde et souvent il y a d'ailleurs des crédits qui sont associés à ça. Il faut que les gens puissent se permettre de payer ces crédits-là. Sinon, c'est bloquant. Mais c'est une bonne démarche. Après, moi, là, je vous écoute et c'est vrai que quand on est dans la position d'investisseur, isolé par l'intérieur et perdre des mètres carrés, ça fait rien. Ça fait grincer les dents. Quand il achète 50 et qu'à la fin il lui reste 45, il n'est pas content. Surtout dans des villes où le prix au mètre carré. Mais c'est vrai que c'est parfois nécessaire. Alors on essaye d'aller sur l'isolation la plus fine possible, mais il faut quand même que ça rentre dans la réglementation pour gagner des lettres. Donc on est toujours un peu tiraillé entre être carré avec la réglementation pour pouvoir louer, être en D par exemple, et en même temps pas trop dépenser et pas trop perdre de mètres carrés. Et oui, il a raison. C'est le cas pour les particuliers aussi. Et je pense qu'il faut rappeler cette interdiction parce qu'effectivement, on a parlé de 2025, donc c'est dans 3 mois, les G ne pourront plus être loués, donc les bâtiments qui seront classés G. Mais à partir de 2028, c'est toutes les passoires, les F et les G, et 2034, c'est y compris les E. Donc c'est vrai qu'en fait, ça va être l'arbitrage, ça va être est-ce que je perds des mètres carrés ou est-ce que je ne peux plus mettre mon bien dans lequel j'ai investi à la location. Comme dirait l'autre, la question est vite répondue. On va vite, en effet, être obligé de rogner sur la surface. On parlait à l'instant avec Grégory d'aides. Alors, j'aimerais vraiment qu'on fasse un focus avec vous sur les aides. Alors, il faut d'abord dire qu'il y a effectivement beaucoup d'aides. Il y a une volonté politique d'inciter la rénovation énergétique. Donc, c'est réel. Il y a des aides de plus en plus importantes. Depuis 4-5 ans, on a des aides très importantes. Et il y a des aides, des grosses aides nationales dont il faut parler et que les gens doivent vraiment avoir en tête. Il y a MaPrimeRénov', qui est effectivement une aide qui est pour la résidence principale et pour les propriétaires bailleurs. Donc, seules les résidences secondaires sont exclues de cette aide. Et après, il y a les certificats d'économie d'énergie, qui sont la deuxième grosse aide nationale. Et donc, ces deux aides peuvent permettre d'aller effectivement jusqu'à 90% du montant du devis. Et donc, c'est vrai que c'est aujourd'hui très attractif. Mais ce qui amène aussi, évidemment, les arnaques et les petits malins qui veulent vous vendre des choses à des prix qui sont effectivement... Il faut obligatoirement faire réaliser les travaux par des professionnels qui soient certifiés RGE. C'est ça, tout à fait, RGE, ouais. Et en termes de délai, pour débloquer les Alors, en termes de délai, effectivement, c'est l'Agence nationale de l'habitat pour MaPrimeRénov'. Et selon le type de travaux et d'aides auxquels vous avez droit, ça va être plus ou moins long. Puisqu'il y a 2 grandes familles aussi d'aide dans MaPrimeRénov'. Si vous faites un geste de travaux, par exemple, vous changez votre système de chauffage, vous faites votre isolation, vous avez droit à MaPrimeRénov' pour le geste de travaux. Ça s'appelle un geste quand on ne fait qu'une chose, un accessoire. Exactement. Et là, vous avez droit à des aides. Et puis après, vous allez avoir d'autres aides MaPrimeRénov' qui sont pour les travaux de rénovation globale, donc les gros travaux. Et là, ça peut mettre un peu plus de temps, mais
en gros, il faut compter pour la validation de votre dossier environ 1 mois et demi. C'est à nous d'avancer les fonds finalement? Ça dépend. Ça dépend avec qui vous travaillez. Chez EFIN, on avance les fonds. Il y a certains artisans qui avancent les fonds et vous n'avez que le reste à charge à payer. Et puis, parfois, c'est vous qui devez avancer les fonds et vous attendez le versement de l'aide. Mais je crois savoir que quand c'est par geste, ça va changer. C'est-à-dire que pour l'instant, l'aide existe encore, mais ça va changer. Alors, il ne vous a pas échappé que le gouvernement souhaite faire des économies. Et effectivement, dans les réflexions, c'est la fin des aides aux gestes pour 2025. Et donc, on aidera avec MaPrimeRénov' que les rénovations globales. C'est pour l'instant, c'est ce qui est dans les tuyaux. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument dire aux téléspectateurs de faire aujourd'hui leur demande d'aide d'ici le 31 décembre 2024 pour être sûr d'avoir l'aide aux gestes. La date qui compte, c'est la demande d'aide, hein, même si ce n'est pas encore réalisé. Exactement, c'est la demande d'aide, même si vous n'avez pas encore commencé vos travaux et vous avez du temps pour les commencer, donc ce n'est pas forcément à la fin de l'année, mais il faut absolument faire votre demande d'aide d'ici le 31 décembre 2024. Il y a aussi des associations qui aident gratuitement au montage du dossier. Tout à fait. Et au suivi. Tout à fait. Donc effectivement, pour monter votre dossier, pour être sûr d'être validé, d'avoir votre dossier qui est validé, vous avez des agences un peu partout sur le territoire qui peuvent vous accompagner. Il faut se renseigner en tout cas, donner toutes ces informations personnelles, de revenus, etc. pour savoir à quoi on a droit. Vous savez que la troisième partie de l'émission, c'est la partie aussi interactive avec ce qu'on appelle les selfie-mots. Les selfie-mots, ce sont les questions des téléspectateurs sur notre thématique. Écoutez. Bonjour, je suis Marie-Josée, je suis de Saint-Val-à-Hougue. Nous avons actuellement une chaudière à fioul et je voulais savoir quel était l'intérêt de passer avec une pompe à chaleur. Ah, alors on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai, l'intérêt ? C'est plus économique, c'est plus écologique. Ouais. Les coûts, en fait, ne sont pas du tout les mêmes, puisque l'installation d'une pompe à chaleur, aujourd'hui, ça varie entre 15 et 20 000 euros. Par contre, au niveau de la consommation... Pour une maison, 15 à 20 000. Pour une maison. Ouais. Oui, non, mais parce qu'un appartement, c'est autour de 5 000 euros. Enfin, ça dépend de la superficie, mais oui. Oui, puis c'est amené à disparaître, le fioul, finalement, dans quelques années. C'est ce qu'on appelle un carburant fossile, donc on ne peut plus miser dessus. Voilà. Et puis peut-être vraiment, même en marge, mais quand même en termes d'usage, d'avoir à remplir sa cuve à fioul et de penser à remplir sa cuve à fioul par rapport à une pompe à chaleur ou même une chaudière à gaz éventuellement, mais une pompe à chaleur, là où ça se fait naturellement et vous n'avez pas besoin d'y penser. Et puis ma partie, mon côté Greg, mon côté Greg me dit ça me fait aussi gagner des mètres carrés parce que quand on retire une cuve à fioul dans le garage, et ben, ça nous fait une place pour une voiture en plus ou les vélos. Donc voilà, il y a vraiment tout intérêt à ne plus avoir une chaudière à fioul. J'ai tout compris. Allez, on continue avec vos questions, selfie. Bonjour, Élise de Bourges. J'ai une question. Je commence à rénover ma maison et j'hésite à installer un poêle à bois ou un poêle à granulés. Que me conseillez-vous ? Ah, je vois Audrey là qui réagit. Oui, parce qu'effectivement, on peut être tenté par le poêle à bois, parce que le poêle à bois, finalement, on se dit c'est moins cher. Déjà, on peut le trouver un peu partout et c'est moins cher. Faut se dire un peu que le poêle à bois, c'est un peu l'ancêtre du poêle à granulés. C'est quand même moins performant. C'est manuel, donc vous allez devoir stocker déjà votre bois et puis mettre votre bois dans un peu comme une cheminée finalement. Bah oui, c'est une cheminée en forme de poêle. C'est ça. L'ancêtre du poêle à bois, c'est la cheminée. L'ancêtre du poêle à granulés, c'est le poêle à bois. Donc le poêle à granulés, c'est quand même la version la plus moderne et la plus performante. Et voilà, vous achetez vos granulés maintenant. Il faut bien anticiper l'hiver parce qu'on sait que le prix peut monter à l'approche de l'hiver. C'est comme la serre de bois, c'est maintenant. Exactement. C'est l'offre et la demande. Et là, vous avez plutôt des systèmes automatiques aussi pour recharger. Donc voilà, c'est beaucoup plus... Oui, c'est programmable. On peut faire plein de choses sans pour autant avoir une logistique avec le bois, etc. Il faut avoir un endroit aussi pour stocker le bois, qui soit bien sec. Donc c'est quand même très compliqué. Mais moi, j'aime bien l'odeur du bois. Je suis désolé. C'est très économique aussi, puisque pour une maison d'environ 100 mètres carrés, on paye environ 400 € sur l'année. Avec les pelés, là, les granulés de bois. Ah oui, puis on peut jouer au billes avec... Bon, allez, on continue avec les questions selfie-mots. Bonjour, Annabelle de Cantilly. Si je fais installer des panneaux solaires chez moi, au bout de combien de temps j'ai un retour sur investissement ? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut le savoir, ça ? Oui. Alors, on peut le savoir, même si ça va dépendre du prix de l'électricité. Plus le prix de l'électricité est élevé et plus le rendement est court, est intéressant. Et c'est vrai que depuis un an, on a une augmentation de 45% du prix de l'électricité. Et donc c'est vrai que depuis un an, là où vous aviez des retours sur investissement au-delà de 10 ans, il y a encore un an, aujourd'hui on est à moins de 8 ans.
Alors après, ça dépend évidemment de finalement l'orientation de votre maison. Ça va dépendre de ce que vous utilisez dans votre maison qui va être généré par vos panneaux solaires. Plus vous êtes à l'électricité dans votre maison et plus vous allez pouvoir produire du photovoltaïque. Mais c'est vrai qu'il y a un rendement qui est de plus en plus intéressant. Et nous, on a 75% de demandes en plus depuis un an sur les panneaux solaires. Bon, merci beaucoup. Alors malheureusement, on est déjà à la fin du temps imparti, mais on reviendra évidemment sur tous ces sujets de chauffage, peut-être au pire moment de l'hiver, où là où on aura tous envie d'avoir un chauffage et une isolation optimale. Et puis pour se réchauffer, il y a aussi faire du sport. Ce sera d'ailleurs la thématique de la semaine prochaine. On va parler sport, oui, parce que l'immobilier et le sport, ça va ensemble. Vous allez voir. Stress, en fait. Hein. Oui. C'est pas que le stress, c'est aussi comment faire du sport à la maison. Enfin bref, on en parlera la semaine prochaine. Et puis là, on va parler sport évidemment avec la suite et la fin de l'entretien. L'invité de la semaine par Bruno. Vous savez qui c'est ? Évidemment. C'est Vincent, le chenilliste. Et préparez-vous parce que je pense qu'on va être mis à rude épreuve. Allez Bruno. Merci Jean-Philippe. On est de retour avec le chenilliste français, Vincent Piguet. Il y a d'ailleurs, tu es le seul au monde quasiment. Je suis le seul au monde, je crois. Enfin, j'ai pas trop. Enfin, les autres ne se sont pas manifestés. Oui, c'est ça. On les a pas vus. Hein. On les a pas vus. Bon, voilà, depuis les JO, je pense que j'ai montré qu'il y avait un niveau et plus personne. C'est ça qui est incroyable parce que au-delà de la blague, ça devient un vrai phénomène en fait. Hein. Oui, en fait, c'est un truc où je m'aperçois que ça fait encore plus de bien aux gens que ce que je pensais. Ouais. Voilà, je donne des cours de chenilles dans des grandes sociétés, ça fait comme un team building, et les personnes ne sont pas les mêmes à la fin, quoi. Ils viennent comme ça en rigolant, et à la fin ils disent mais tu sais pas, on pourrait pas faire un mouvement comme ça, enfin ils se prennent au jeu. Parce que là on a la chenille, mais attention, pas n'importe quelle chenille. Ah ouais, c'est synchronisé. C'est la chenille synchronisée. Effectivement. Ah oui. Voilà. Il y a une technique. Il y a une technique. Attention. Il y a de l'échauffement avant parce qu'on est bien obligé. Et après on essaye d'être ensemble et c'est vraiment magnifique, quoi. Parce que là tout à l'heure tu as relevé le défi, hein, rappelle-toi. J'ai relevé le défi, on va faire un truc on va faire un truc. Alors, raconte-nous, alors après, effectivement, quand je parlais de phénomène, on a, pour le coup, les Jeux Olympiques qui font appel à toi, les Paralympiques. Explique-nous l'aventure, là, qu'est-ce qui se passe? En fait, je l'ai fait au Club France. Alors, ce qui était très drôle, c'est qu'il y avait toutes les fédérations, et moi, sur ma carte, il y avait vraiment marqué prof de chenille. Donc, c'est comme s'il y avait une fédération, parce que moi, mon but, ce serait qu'un jour, que ça devienne un sport olympique. Et là-bas, effectivement, j'ai donné des cours de chenille à des foules entières. Et puis, je l'ai fait donc à la terrasse des Jeux pour les Paralympiques, devant l'hôtel de ville. Mais je l'ai fait surtout devant la Tour Eiffel, au Parc des Champions. Et c'était le ce qui est très attachant avec toi, Vincent, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'autodérision dans ta performance. Mais il y a aussi du sérieux. Alors, sérieux, j'ai un sifflet, moi. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que ça t'inspire, tous ces gens qui suivent cette mode, ce phénomène? Ils ont un besoin de lâcher prise, quoi. Ils se disent, lui, il est habillé comme ça, il a créé son métier, faire de la chenille, et finalement, ça fonctionne, il fait une chanson, il donne des cours, ça fait du bien aux gens. Et les gens, je sais pas, c'est peut-être l'après-Covid, c'est une danse où on est tous ensemble, on marche dans le même sens, on se touche, on a besoin de chaque maillon. Enfin, il y a beaucoup de symbolique où on fait partie d'un tout. C'est à la chaîne, donc, du coup. Voilà, c'est une chaîne, une chenille, même. Et il y a même les gens qui vont faire de la Zumba ou qui vont faire des chorégraphies. Déjà, ils sont dans Est-ce que c'est physique? C'est physique, oui, on va voir. C'est pour ça que Jean-Philippe, j'ai un peu peur pour lui, pour sa santé. Mais oui, c'est physique quand même. Alors raconte-nous, est-ce que tu fais la chenille chez toi? Est-ce que chez toi, dans ton appartement ou ta maison... Je l'ai eu fait à une époque, mais là, maintenant, j'en fais tellement. Je vais en faire à la Foire de Marseille, je vais faire le départ du Vendée Globe. J'en ai même fait dans les airs avec l'équipe de France de parachutisme. D'accord. Enfin, j'en fais de partout. Donc, effectivement, il n'y a que dans les mariages que j'en fais pas, parce que ça me rappelle trop le bureau. Ah oui, c'est ça. Donc, voilà. Alors, Vincent, ce qui est incroyable, c'est le clip. Ah oui. Alors, attention, moi, j'ai envie qu'on regarde un petit bout du clip. On y va. Cheucheu! Si tu comptes faire la cheucheu, alors fais souple, souple, ferme. Si tu ne veux pas te claquer, alors fais souple, souple, ferme. Prends ta place dans la cheucheu en faisant souple, souple, ferme. En colonne bien alignée, criez tout souple, souple, ferme.
Qu'est-ce que c'est bien. Oh là là. C'est bien écrit, hein. Standard. Comme ça, standard, hein, sur les épaules. Standard? Ouais, standard. Standard. Position standard. Ah bah c'est incroyable. Alors, donc là, même le clip, ça a dû être un truc de fou à faire. Ouais, bah il y a des images un peu de partout. Quand on a rebattu le record du monde à la Grande Braderie de Lille l'année dernière, ouais. Il y a des images un peu de partout. Parce que oui, je fais des gros festivals maintenant. C'est incroyable. Donc, ouais. Bon, enfin voilà, allez voir sur les réseaux sociaux. Tu cartonnes aussi sur les réseaux sociaux. Bah oui. Bah, en fait, il y a eu le trend, là, cette petite chorégraphie, comme j'ai fait roulotte et tout ça. Ça a fait 130 millions de vues. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, c'est quoi le rêve de Vincent Pillet maintenant, aujourd'hui? Alors, moi, c'est de faire la série sur la chenille. Parce que je suis quand même comédien, auteur. Ouais. Et c'est quand même ça la base aussi. C'est ça la base, voilà. Faire un truc comme The Full Monty ou Le Grand Bain, et donc c'est en écriture. Et donc, si j'arrive jusque-là et que c'est un succès, ouais, le plan, ça sera déroulé sans accroc. Bon, parce qu'en fait, j'ai fait la réalité a rattrapé la fiction. Si j'ai fait ça, c'est que j'étais un comédien pas très connu, et je me suis dit, bah tiens, tu vas le faire pour de vrai, cette école. Et finalement, j'ai été dépassé par tout ça. Bon, Vincent, là, je crois que tu nous as mis l'eau à la bouche. Jean-Philippe, qui fait le fier depuis tout à l'heure, il y a un défi. On va voir. Je propose que tu nous... bah là, on y va. Hein. On y va, hein, allez, c'est parti. Allez, voilà. Allez, c'est parti. Les malins. Voilà. Et là, on va se mettre en cadence pied-gauche. Jean-Philippe, tu connais la bouche? Cadence. Gauche. Voilà. Et après, je commence à la tête de chenille. Tu me suis un peu, Jean-Philippe? Hop, encore là. Standard. C'est là. Départ. Je vous entends pas. La cheveux, on fait le creux. La cheveux, on passe. On est tous accros. La cheveux. Oh là là, super. Oh, c'est magnifique. Une super ambiance. Elle est longue. Bon, sur ce, les amis, attention. On se retrouve dimanche prochain. C'est le bordel total, dimanche prochain, pour une nouvelle émission. Et bonne semaine. Allez, c'est parti. Salut, ciao. Allez, ciao, allez, mon Bruno. Allez. Ouais, gauche en l'air. Croix sur les épaules. Standard, voilà. Virus. Quelle ambiance. Des besoins. Qui en a besoin? Vaccin.